Hello, c'est François et welcome sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis sur Lisbonne depuis fin mars jusqu'à début juillet. C'est une ville coup de cœur dans laquelle j'ai pour objectif d'y vivre dans quelques années. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que j'avais également envie d'échanger avec des entrepreneurs français qui entreprennent ici au Portugal et notamment à Lisbonne. Et qui de mieux que Raphaël Lévy-Lévelle pour en parler ? Raphaël, elle a quitté son job à Paris et elle est arrivée à Lisbonne fin 2019 pour entreprendre. Son projet a eu plusieurs visages et s'est développé avec l'arrivée de la pandémie mondiale qu'on connaît tous. Elle a créé Miam, des produits bio et locaux livrés directement chez vous à Lisbonne. En portugais, ça donne Entrega de compras biológicas e locais. J'apprends le portugais, donc il fallait que je le place dans l'intro. Dans cet épisode, de nombreux sujets sont abordés. Pourquoi est-elle venue entreprendre à Lisbonne ? Comment fait-on pour entreprendre au Portugal ? Quels sont les freins et les difficultés qu'elle a rencontrées ? Comment s'est passé le développement de Miam ? Comment a-t-elle rencontré et contacté les producteurs locaux ? Et plein d'autres sujets intéressants qui, j'espère, vont vous passionner. J'ai beaucoup apprécié cet échange, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner. La saison 5 du podcast est bientôt finie puisqu'elle termine lundi prochain avec un nouvel épisode. On reviendra après l'été, début septembre, pour une nouvelle saison de folie. Moi, je vous laisse avec cette vidéo. Ciao, ciao. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Raphaël. Salut Raphaël. Salut François. Donc Raphaël, tu es la cofondatrice de Miam. Exactement. Que tu as cofondé du coup l'année dernière. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'entreprendre ? Oui, bien sûr. Donc écoute, je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans, je suis donc française. Je viens d'un petit village du sud de la France. J'ai fait un parcours assez classique, prépa, école de commerce. À cette époque-là, j'ai fait un échange à Lisbonne. Je suis tombée assez amoureuse de la ville. C'était en 2011-2012, donc c'était l'énorme crise ici. Je faisais cet échange à la toute fin de mes études. Il n'y avait aucun moyen, moi je voulais rester absolument, il n'y avait aucun moyen de trouver un stage, un boulot. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais passer un petit peu par Paris. Il y avait tous mes potes qui étaient à Paris. Je me suis dit, ça va être cool, j'y passe 6 mois, 1 an, éventuellement 2 ans. Et puis je reviendrai à Lisbonne. Donc je suis passée, j'ai fait 2 entreprises en communication, marketing. La deuxième, j'étais chez Cheers, donc une application d'impression de photos où je m'occupais de la communication, du branding. C'était génial. J'ai appris un tas de trucs. Et il y a 3 ans, je me suis dit, bon, en fait, j'avais quand même envie de revenir à Lisbonne. Ça me titille depuis très longtemps. J'ai envie de monter mon projet. Donc, il va falloir que je me lance. Et c'est là que j'ai décidé de revenir à Lisbonne. Ok, donc tu es revenue à Lisbonne en 2019 ? Ouais. Alors, ça a pris un petit peu de temps. Quand j'ai annoncé ça à peu près 1 an avant de partir. Pour faire les choses bien, et puis parce que il fallait que pour moi que j'annonce mon départ pour me préparer, parce que c'est changer de ville, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais que j'allais monter un projet, mais c'était encore hyper flou, donc j'avais besoin de ce moment de rupture où je disais bon, je pars, laissez-moi le temps, je vous laisse le temps, mais j'y vais. Et je suis arrivée à Lisbonne en septembre 2019. Ok, alors partir à Lisbonne c'est bien, mais partir à Lisbonne en plus pour entreprendre à l'étranger, c'est encore plus difficile vraiment de partir de zéro comme ça, surtout sur un parcours de total salariat. Comment ça t'est venu l'idée justement de monter ce projet ? Ce premier projet du coup. Ce premier projet, alors moi ça fait très longtemps que je dis que je veux un projet. Tout mon parcours, il s'est un petit peu inscrit là-dedans. Je savais pas ce que je voulais monter, mais je savais que j'étais passionnée de nourriture et que je voulais monter un projet un jour au soleil. C'était un petit peu mon fil conducteur. Honnêtement, si j'avais su à l'époque tout ce qui allait se passer, je suis pas sûre que j'aurais le courage de le refaire. Ouais. On m'avait beaucoup dit à ce moment-là, c'est hyper courageux, tu quittes Paris, tu quittes un peu tout, tu quittes le salariat. Moi, j'étais là, non, en fait, c'est hyper, je vois pas le courage là-dedans. En vrai, c'est génial. Mais oui, il y a quelques petites difficultés jour après jour qu'il faut surmonter. Mais bon, après, je pense que c'est pareil pour tout le monde, quoi. Ouais, alors on va justement en parler. Puisque quand tu es arrivé, ton premier projet, c'était un café. Ouais. Avec des produits bio et locaux. Exactement. Et du coup, un café physique. Ouais, un café physique. Alors, comme je te disais, en fait, moi, je suis passionnée de bouffe.
J'ai eu cette période à Paris, je suis restée à peu près 7-8 ans. Moi, comme je te disais au tout début, je viens d'un petit village du sud de la France. Je sais pas si j'avais idéalisé la vie à la cool, la vie au soleil, plus douce, etc. Et c'est vraiment ça que je venais chercher à Lisbonne. Donc j'avais fait un espèce de rejet de la densité de Paris, du monde start-up, où ça va à toute vitesse. Et je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je monte un petit café, que j'allais être dans mon petit café super, à la cool, à Lisbonne. Donc, donc il y a eu ça. Et il y a eu le fait aussi que une fois que je suis arrivée, je me suis mis énormément de pression parce que en fait, je me disais, ça y est, j'ai annoncé à tout le monde en fanfare que je me barrais au soleil. Ciao les nazes, ça va être cool. Maintenant, en fait, il faut que je fasse un truc. Donc, je me suis mise à fond dans ce projet de café sans forcément réfléchir à si ça me plaisait vraiment, si c'était vraiment ce dont j'avais envie. Je me suis dit, en fait, je suis arrivée, il faut que je fasse un truc. Donc, je pense que je suis arrivée le 4 septembre 2019. Le 15 septembre, je connaissais pas du tout Lisbonne, je connaissais pas encore la langue, mais j'étais déjà en train de visiter des locaux, de chercher des produits, etc. Ensuite, je crois que octobre-novembre, donc ça allait hyper vite, hein, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de rien faire. Octobre-novembre, j'ai trouvé un local qui coûtait hyper cher, qui était bien placé, mais bon, genre, c'était pas le truc du siècle. Je me suis dit, waouh, c'est génial, faut absolument que j'y aille. Et à partir de ce moment-là, j'ai rédigé mon business plan, les trucs qu'on t'apprend à l'école, quoi. Tu fais ta présentation, ton tableau Excel, les chiffres marchaient, la présentation était super. J'ai commencé à aller voir des banques pour pouvoir signer ce lieu. Et là, en fait, on m'a dit, mais meuf, tu parles pas portugais, tu connais pas le marché, t'as jamais fait de restauration, tu t'es en train de vouloir louer toute seule un café qui demande au moins 5 employés vu la taille. Enfin, t'as pas d'historique. Genre, c'est un peu lunaire ton truc. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait ce stress de il faut que je fasse un truc. Et je me suis lancée. Donc, ça a duré cette histoire 4 mois, je pense, de septembre à décembre. Je me suis pas découragée. J'ai quand même signé une espèce de promesse de prendre ce café en me disant ça va marcher. Non mais quand je me revois, j'étais un petit peu inconsciente, mais en me disant vraiment ça va marcher. Donc j'ai mis un peu d'argent dans le truc et tout. Là, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout marcher, que les banques, elles allaient jamais me prêter. Donc dans la panique, j'ai lancé un crowdfunding. Je pense qu'en une nuit, le crowdfunding il était sorti. En disant si j'arrive avec plus d'apports, la banque elle va se rendre compte quand même que j'ai réussi à convaincre des gens, donc peut-être qu'elle-même va être convaincue. Je me suis assez vite rendu compte que non, ça allait pas le faire, sauf que moi j'avais déjà mon crowdfunding qui était lancé. J'avais vachement communiqué sur le truc. J'avais des gens qui avaient commencé à mettre de l'argent. Je me sentais hyper bloquée. Je me suis dit c'est pas grave, on va faire genre. Je crois que le crowdfunding se terminait début janvier. J'avais à peu près jusqu'au 15 janvier pour avoir un accord de la banque. Je savais dès le 20 décembre, avant de partir en vacances de Noël, que c'était mort. Je me suis dit c'est pas grave, je continue. Et le 15 janvier, je change de projet. Je verrai à ce moment-là. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Ok. c'est ouf parce que t'as quand même réussi à exécuter vite dans un environnement que tu maîtrisais pas, tu vois. Mais bon, c'est aussi ça de l'entrepreneuriat. Et par contre, j'aimerais aller un peu plus sur la partie, on va dire, technique, notamment des banques, parce que quand tu viens entreprendre à l'étranger, et du coup ici au Portugal, c'est quoi tes alternatives en fait? Est-ce que tu as potentiellement deux choix? Tu as les banques portugaises, mais il faut avoir un garant, si j'ai bien compris. Exactement. Et les banques françaises, mais qui sont totalement frileuses et c'est juste impossible de... Les banques françaises, elles n'ont aucun intérêt d'aller investir dans une entreprise qui ne va pas participer à la croissance du pays. Enfin, et ça, je le comprends aujourd'hui, je ne le comprenais pas forcément à l'époque. Je les ai toutes faites, les banques. Toutes. J'ai fait toutes les banques de Lisbonne, j'ai fait toutes les banques de Paris. Non, en fait, je pense que quand tu prends un peu du recul sur la situation... mais heureusement qu'elles m'ont pas prêté. Je pense que je l'aurais perdu leur argent. Enfin, et elles l'ont vu avant moi. Et c'est bien. Enfin, c'est bien de temps en temps. Je pense que c'est bien de foncer,
Mais je pense aussi que c'est bien de temps en temps de te prendre des portes parce que ça te fait te remettre en question. Et les gens, ils sont pas méchants. Enfin, les banquiers ne sont pas méchants. C'est juste que si tu les convaincs pas, c'est peut-être que ton truc marche pas. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, faut garder, comment dire, ma prestance jusqu'à la fin parce que je peux pas lâcher au milieu, dire aux gens qui m'ont déjà fait confiance, bon bah les gars, en fait, c'était nul mon truc, je rentre à Paris. Donc j'étais obligée de garder cette, plus ou moins la tête haute, de faire genre jusqu'à la fin, mais de commencer déjà à me dire, bon, ça ne marche pas. Si je me fais pas financer, c'est que qu'il y a un truc qui cloche. Et ça m'a vachement servi pour la suite. Je t'en parlerai après si tu veux. Mais... Ouais, carrément. Et est-ce que justement ça t'a pas mis une pression supplémentaire en mode le fait de quitter Paris, potentiellement prévenir tous tes proches, etc., ta famille, tes amis, en mode je vais entreprendre à Lisbonne et te prendre toutes ces portes, etc. Potentiellement, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit je vais revenir en France en mode salarié? 1000 fois. Ah ouais. Non, pas, jamais de manière sérieuse. Ouais. En fait, moi, je suis toujours partie du principe que j'étais pas en train de jouer ma vie, tu vois. Le risque, il n'était pas... Il n'y a pas un immense risque. Bon, si ça marche pas, je ferai autre chose. Et puis, si l'autre chose ne marche pas, je ferai encore autre chose. Et il y aura bien un truc qui va finir par marcher. Et le fait de partir de Paris avec quand même 7-8 ans d'expérience, en plus aujourd'hui il y a énormément de freelance, je me dis, tu vois, quand je faisais mes études, je donnais des cours, je faisais du babysitting, j'ai toujours réussi à faire des trucs. Donc je me dis, c'est pas parce que aujourd'hui, si j'ai un projet qui marche pas, j'arriverai pas à refaire ces trucs. Tu vois, je sais pas encore ce que c'est ces trucs, mais donc du coup, bon, j'avais la pression, oui, évidemment, t'as toujours envie de faire un truc qui en met un petit peu, pas plein la vue, mais te dire, bon, je suis partie pour monter mon truc au soleil, ça réussit. J'avoue que je l'aurais mal vécu de devoir rentrer à Paris en disant, bon, je me suis plantée. Même si c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent, bien sûr, et il y a pas de problème, mais non, en fait, moi, je me dis, il y a pas mort d'homme. Donc, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, on y va, on verra bien. Rigolons des... Franchement, quand je me revois il y a 1 an et demi en allant voir ces banques, mais genre, je me marre. Puis en même temps, ça fait partie de l'aventure, quoi. L'insouciance, ça fait partie aussi des je pense que c'est hyper important, d'ailleurs. Si tu n'as pas cette insouciance, tu n'entreprends pas, en fait. Écoute, je pense que si, parce qu'il y a quand même des gens qui entreprennent une première fois et qui le refont. Ouais. Donc j'imagine que la deuxième fois, quand même, ils savent dans quoi ils plongent. C'est sûr. Mais je pense que pour ta première aventure, il vaut mieux pas trop réfléchir à ce qui pourrait mal se passer. Sur le pourquoi du comment, etc. C'est clair. Et du coup, fin 2019, tu lances un KissKissBankBank pour financer ce premier café. Donc, tu atteins 100% début 2020, je crois. Ouais. Donc, l'équivalent de 12 000 euros. Exactement. Et ensuite arrive cette fameuse pandémie mondiale. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre janvier et mars. Une autre étape. Allez. Un autre échec. Allons-y. Donc, en fait, le concept de mon café, ça a toujours été d'avoir un café où les gens pouvaient venir manger un petit plat du jour, etc. Et une épicerie en direct producteur à l'intérieur du café. Au fur et à mesure de mes échecs avec les banques, au fur et à mesure de mon KissKissBankBank qui grossissait, je crois que la campagne, elle a duré 6 ou 8 semaines, donc tu vois, ça m'a laissé quand même le temps de faire d'autres choses en parallèle. Je me suis rendu compte que la restauration, effectivement, je connaissais pas, c'était pas forcément ce qui m'intéressait dans le projet, mais que la partie épicerie, avec le sourcing, j'avais commencé à aller voir des producteurs, à me renseigner sur la production, l'agriculture au Portugal, les moyens de distribution, etc. Ça me passionnait. J'adorais aller dans les fermes, qu'on me raconte comment pousser telle carotte et pourquoi elle poussait comme ça et tout. Je trouvais ça génial. Et donc, j'avais commencé, je te disais tout à l'heure que j'ai su
assez rapidement que mon projet n'allait pas aboutir. Donc, j'ai commencé en parallèle à bosser sur ce projet d'épicerie en me disant, OK, en fait, là, ce qui me pose problème, c'est d'acheter un fonds de commerce pour avoir un café avec une cuisine, etc. Une épicerie, tu prends un local vide que tu payes vraiment pas grand-chose, tu mets des cagettes, tu mets des produits. Si t'es passionné, ça doit pouvoir le faire pour pas trop cher. Donc je me suis dit bon, je vais avoir cet argent de mon crowdfunding qui va tomber, je vais pouvoir me financer un espèce de stock de départ je vais monter mon épicerie. Je commence à partir sur ce projet-là, etc. Et je vais dîner un soir la veille je rentrais une semaine passer Noël en famille en France. La veille de mon départ pour les vacances de Noël, je vais dîner dans un restaurant à Lisbonne. Je commence à parler au mec en lui disant oui, je travaille sur un projet d'épicerie, etc. Et il me dit regarde, j'ai un espace. Je sais pas trop quoi en faire. Je me disais justement, j'aimerais bien mettre une petite épicerie. Je pense que ça pourrait faire un bon lien avec le resto. Est-ce que le temps que tu trouves ton propre local et puis pour tester un petit peu si ton concept il fonctionne, pour voir, apparemment t'es pas trop du métier, donc est-ce que ça te tente de prendre cet espace pour pas cher et mutuellement on se fait grandir. Super opportunité. Je lui dis grave, non mais trop bien. Donc, je pars en vacances avec ça en tête. Je reviens à Lisbonne. Le crowdfunding se finit. Je commence à bosser vraiment sur ce projet-là. J'avais quand même 2-3 petits investissements à faire. C'est que j'ai fait créer des meubles sur mesure, etc. Et l'ouverture était prévue le 18 mars. 18 mars, donc jour où ils ont annoncé la fermeture des restaurants à Lisbonne. Voilà, donc deuxième échec. Ouais. En l'espace de pas longtemps. Que tu pouvais pas contrôler. Non, que je pouvais pas contrôler. Donc en fait, je me suis rendu compte le 16 ou le 17 que ça allait pas être possible d'ouvrir. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me prendre 10 jours de vacances. Et puis dans 10 jours, on ouvre et puis tout roule, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Je pense qu'on se rendait pas trop compte à ce moment-là, mais encore, j'étais hyper naïve. Je me disais, bon, ça retarde un petit peu, c'est pas très grave. Je pense qu'on était tous dans cet état d'esprit. Pas 2 semaines près, quoi. Un mois de confinement, ce sera réglé. Ouais. Au final, c'est pas vraiment la réalité. Mais par contre, on voit quand même sur ces premiers projets les prémices, les mêmes valeurs que le projet actuel Miam. Et ça montre aussi que tu voulais aussi absolument faire ça, quoi. Ouais. Donc toujours dans le local, le bio, mettre en avant des producteurs locaux, ça on sent que c'est des valeurs qui faisaient partie de ton tout premier projet, quoi. Ouais. En fait, je pense que ton projet, il peut prendre plusieurs formes, même si tu montes plusieurs projets dans ta vie qui n'ont rien à voir. Mais alors, je sais pas, il y a peut-être des gens qui montent des boîtes où ils sont pas passionnés, mais je pense que tu dois suivre quand même tes propres valeurs. Et tout ce que tu feras dans ta vie, que ce soit pro ou perso, va a priori suivre ces valeurs. Donc ouais, moi j'avais ce truc. Je voulais monter quelque chose dans la bouffe, dans la bonne bouffe, et montrer que t'es pas obligé de faire venir plein de produits de l'autre bout du monde pour ta consommation quotidienne, que les saisons c'est bien, c'est important. Pour ton corps, pour l'environnement de manière générale. Enfin, donc, je voulais montrer ça d'une manière ou d'une autre. Ok. Et du coup, à ce moment-là, c'est quoi un peu ton état d'esprit Écoute, je crois que le 18 mars, c'est la première fois où j'ai vraiment un petit peu pleuré de toutes ces histoires. Je me suis dit, bon, est-ce que l'univers est pas en train de m'envoyer un signe ? Franchement, il y a peut-être un moment, il faut que je fasse autre chose. Et puis, bon, je pleure jamais très longtemps. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je sais pas, je vais bosser un peu sur ma communication, etc. Et puis, alors, moi, j'ai toujours écouté beaucoup de podcasts. Je me suis énormément renseignée sur les histoires de start-up, etc. Et je voyais que, d'une part, il y avait une file d'attente qui commençait à se créer devant les supermarchés. Ça me rendait folle. Et d'autre part que les gens qui pouvaient plus aller au marché, ils essayaient de se faire livrer. À Paris, je voyais toutes les entreprises de livraison de produits frais qui explosaient. Et je me suis dit, non mais attends, moi j'étais censée ouvrir un lieu dans 2 jours. J'ai mes premiers producteurs. J'ai un crowdfunding derrière moi, donc j'ai quand même vachement communiqué. Il y a des gens de Lisbonne qui m'ont suivi. Il y a certainement un truc à faire. J'ai une voiture.
À ce moment-là, donc, mon copain qui bossait entre Lisbonne et Paris était à Lisbonne. Il bossait un petit peu moins. Je lui ai dit, attends, mais il y a un truc à faire. Je suis sûre, on peut livrer des trucs, on peut livrer des produits à des gens. Et donc, j'ai contacté quelques producteurs avec qui j'étais censée travailler pour l'ouverture de l'épicerie. Il y en a un qui m'a répondu, ouais, je suis sous l'eau, j'arrive pas à tout faire, que ce soit la partie commerciale, la partie livraison, la partie organisation des livraisons, etc. De l'autre côté, j'ai contacté quelques personnes à Lisbonne que je connaissais. C'est parti de 10-12 personnes, en leur disant, t'as envie que je te livre des fruits et légumes, c'est bio, je les récupérerai le matin, je te les livre l'après-midi. Ils m'ont dit OK. Donc c'est parti de là avec un tableau Excel où je mettais en gros, je faisais le lien entre le producteur, donc mon unique producteur, et mes premiers clients, dont certains qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. On se faisait livrer donc dans le hall de notre escalier, donc entre les poubelles, les boîtes aux lettres, l'escalier. J'étais avec ma balance de cuisine, donc évidemment la première fois que j'ai mis une salade dessus, c'était trempé, ça ne marchait plus. Et en fait, ça a commencé comme ça. Trop cool. Ça a commencé comme ça. Je pense que je m'attendais pas à la quantité de cagettes de légumes que j'ai reçues, qu'il fallait mettre dans la cage d'escalier pour derrière défaire, assembler d'autres cagettes et tout. Mais voilà, c'est le début de Miam. Ok. Le 6 avril 2019. Très, très rapide, n'empêche, après l'arrivée du Covid, etc., tu as quand même réagi assez vite, mais suite à une opportunité encore, donc ça, c'est plutôt cool. Une opportunité que tu crées quand même. Exactement. De toute façon, toutes les opportunités, c'est pas des opportunités qui apparaissent comme ça par magie. Donc ça, je suis convaincu de ça. Et alors forcément, j'ai des questions sur le fait de sourcer des producteurs locaux. Pareil, quand tu viens pas du pays, que potentiellement tu parlais pas portugais à ce moment-là. Je baragouinais, ouais. Voilà. Donc tu parlais plutôt anglais, on va dire. Ouais, anglais. J'ai appris assez rapidement comment dire les fruits et légumes en portugais. C'était un des premiers mots que j'ai appris. Et du coup, comment t'as sourcé et comment t'as rencontré les producteurs et comment ils t'ont accueilli, on va dire, comment ça a été perçu? Alors au début, j'étais en contact avec une association qui s'appelle AgroBio, qui est l'association du bio au Portugal. Donc, j'ai regardé un petit peu sur leur site internet, j'ai rencontré un des fondateurs pour qu'il m'explique un petit peu ce que c'était le bio au Portugal. Et cette asso, en fait, c'est celle qui gère la plupart des marchés le samedi matin, tu sais, les marchés direct producteurs qu'il y a un petit peu partout dans la ville. Carrément. Donc voilà, j'ai fait plusieurs samedis de suite, je suis allée faire tous les marchés, j'ai acheté des produits à tout le monde. Je rentrais chez moi, je me faisais des petits post-it de c'est qui m'a vendu ça, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il avait l'air sympa. Et puis si c'était bon, qu'il avait l'air sympa et que ça me paraissait pas mal, je trouvais un moyen, je trouvais l'adresse et puis j'allais là-bas. Et en fait, quand tu peux ne pas parler la langue, ils voyaient que j'étais tellement déterminée et passionnée par le sujet et envie d'apprendre que on se comprenait pas forcément sur tout. Mais t'imagines, quand t'es producteur, que en plus t'as fait le pas de passer au bio, c'est que t'as quand même une approche du produit qui est hyper importante pour toi. Tu vois une nana qui débarque comme ça, qui veut tout savoir pour faire un truc et pour en parler au plus de monde possible. Franchement, ça se passait plutôt bien. Ok. Et ça s'est fait comme ça. Après, il y a d'autres questions, point de vue logistique, si ça te semble viable ou pas. Parce que les produits peuvent être bons. On a visité des fermes où j'ai adoré. J'ai eu un super feeling avec les producteurs. Les produits sont extra et tout, mais niveau logistique, c'est injouable pour l'instant, parce qu'ils sont trop petits pour le coup. Ouais, ok. Donc il y a quand même. Et t'as ressenti aussi le côté chaleureux aussi du Portugal, des Portugais. Ouais, carrément. C'est pas n'importe quel pays aussi. Ouais, carrément. Donc. Après, pour être honnête, j'ai pas entrepris en France, donc j'ai pas trop de comparatifs. Mais oui, honnêtement, ça se passe super bien. Et puis, on a une chance. Tu parlais du portugais. Il y a énormément d'entrepreneurs
étrangers qui viennent entreprendre au Portugal. Le Portugal, et encore plus à Lisbonne. À Lisbonne, ouais. Tout le monde parle anglais à la perfection. Et puis voilà, il y a des choses à faire. C'est une belle ville avec une qualité de vie qui est assez incroyable et ça commence à attirer quand même pas mal de monde. Donc, exactement. Il y a plein de choses qui se créent. Et je pense que dans l'Europe du Sud, ça doit être quand même le pays le plus simple pour entreprendre quand t'es pas du pays. Ok. En tout cas, au niveau de la langue. Ouais, ok. Et je vois pas quelqu'un entreprendre en Espagne sans parler espagnol. Ouais, c'est clair. En France, pareil. Ça doit se faire. Mais au Portugal, honnêtement, il y en a plein. Ok. Et après, du coup, ces premières semaines de lancement, comment ça s'est passé aussi la com pour avoir de plus en plus de clients, on va dire comment ça s'est fait, parce que du coup la culture est différente aussi par rapport à la France. Ouais, bah écoute, non, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Ok. Assez rapidement, donc je te dis, on préparait les commandes dans notre cage d'escalier, ça a duré 2 semaines. On faisait 2 livraisons par semaine, donc ça a duré à peu près 4 livraisons, c'était injouable. Et on connaissait des gens plus ou moins de notre âge qui avaient un resto pas très loin, et quand ils ont ouvert leur takeaway, je me suis dit faut aller supporter un peu les restos du quartier, tout ça. Et en allant là-bas récupérer notre petit plat, ils m'ont demandé un peu comment ça se passait. Je leur dis, je leur raconte l'histoire. Ils m'ont dit, mais le resto est vide. Je te fais un double des clés, installe-toi là-dedans. Et en fait, tant que le resto est fermé, prépare tes commandes ici et puis après tu verras. Trop sympa. Donc ouais, génial. Non mais franchement, il s'est passé des trucs pendant le Covid qui, moi, m'ont trop touchée. Donc on s'est installé là-bas et puis ensuite, pendant la période avril-mai, c'était vraiment bouche à oreille. Le fichier Excel que j'envoyais toutes les semaines, il se partageait un petit peu. Nous, on livrait avec notre voiture. Bon, ça se passait comme ça. Et puis ensuite, la vie a repris, les restos ont rouvert. Avec ce resto, on se disait, on a envie aussi de les aider maintenant à repartir. Donc, on a organisé un marché avec eux tous les samedis ou tous les dimanches, je sais plus exactement, jusqu'à la fin de l'été. Et ça nous a fait un petit peu connaître aussi. Puis ça fait créer du contenu. Puis c'était la première fois qu'on pouvait vraiment rencontrer nos clients. Donc et puis après, non, franchement, la com, pour l'instant, il n'y en a pas eu énormément. Il y a un petit compte Instagram et du bouche à oreille. Moi, j'ai connu Miam via le groupe France à Lisbonne. Tu avais dû faire un post. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce projet et que je me suis dit que c'était vraiment, vraiment cool. Ouais, j'ai posté dans quelques groupes Facebook. Parce qu'il faut savoir quand même que la communauté française à Lisbonne, elle est hyper développée, quoi. Elle est hyper développée, mais donc au début, évidemment, on n'avait que des clients français. Parce que quand même, entre notre arrivée septembre 2019 et le lancement du projet, on n'avait pas non plus rencontré on s'était pas non plus fait un cercle d'amis énorme. Donc c'était pas mal des Français. Mais maintenant, et c'est toujours sur ce principe de bouche à oreille. Alors on a eu quelques parutions de presse, des choses comme ça, mais maintenant c'est majorité portugaise. Ouais. Nos clients. Oui, puis c'est clairement l'axe de développement logique d'avoir ça, quoi. Ouais, carrément. Donc, je suis pas venue au Portugal par contre pour vendre qu'à des Français, ça n'a pas de sens. Non. Et du coup, ça a été quoi un peu les étapes d'après jusqu'à aujourd'hui par rapport à Miam, par exemple, ton premier recrutement aussi, potentiellement on pourra parler aussi du fait d'entreprendre en couple. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de ces 12 derniers mois qui sont passés à une vitesse très clairement voilà. Ouais. Donc avril 2019, il y a ce fameux fichier Excel et ma voiture, on fait tout, on s'installe dans le restaurant. Là, j'ai l'idée aussi de ne plus faire les livraisons nous-mêmes. Mais tu sais, à Lisbonne, il y a énormément de tuk-tuk touristiques électriques qui très pratique dans cette ville. Ouais, qui là était complètement vide. Donc j'ai appelé quelques compagnies et puis on a commencé à faire livrer nos paniers par des tuk-tuk. Donc ça aussi, c'est un truc qui a un petit peu fait parler parce que je crois qu'on était les premiers à utiliser ce moyen de transport.
En parallèle, donc comme je te disais, il y avait mon copain qui était là. Moi, j'avais besoin d'aide, donc je lui ai dit t'es dispo, vas-y, viens, on fait un truc. Ça s'est passé comme ça, et puis on s'est laissé embarquer dans monter le truc à deux et tout. C'est lui qui a créé le site internet, qui m'a aidé un petit peu sur la logistique, etc. Et puis moi, je me suis dit bon bah ok, c'est bon, j'ai mon associé, c'est parti. On s'est assez vite rendu compte aussi que si on voulait continuer à faire de la livraison, il fallait pas faire uniquement du fruit et légumes et élargir l'offre. Donc l'été 2019, il nous a servi à voyager dans le Portugal. On a fermé pendant tout le mois d'août. On a fait un gros voyage pendant 1 mois pour aller chercher de la charcuterie, du fromage, des huiles d'olive, vraiment sortir de uniquement fruits et légumes. Septembre 2019, on est parti du restaurant et on a pris un local. 2020, oui, 2020, pardon, bien sûr. Septembre 2020, on a pris un local, donc qui est juste à côté d'ici d'ailleurs, où on a acheté en gros 2 chaises, 2 tables, et on a récupéré des étagères dans tous les sens. Et puis, moi, il y avait un truc quand même qui me complexait, c'était que toute la communication soit en anglais. Ok. Parce que, aujourd'hui, je suis capable de tenir une conversation en portugais, mais d'écrire tout un site internet, de faire toute la com en portugais, pour moi, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, j'ai pris avec nous une stagiaire communication pour qu'elle fasse vraiment le lien en portugais. Donc, elle a traduit tout le site, elle parle, enfin, tu vois, elle fait tout. On fait le SAV ensemble en portugais, puis elle m'apprend, tu vois, à plus communiquer en portugais, etc. Trop cool. Et puis quand on a commencé à avoir un petit peu plus de commandes, on a aussi pris une stagiaire en logistique. Donc là, ça fait quelques mois qu'on est 4. Et là, ça va prendre une autre tournure puisque entreprendre en couple, c'est pas si facile. Surtout qu'en fait, on s'est pas choisi. Ça c'est, enfin, comme je te dis, moi, il y a plein de trucs. Contexte, etc. Ouais, c'est ça. C'est un contexte. C'était pas voulu, quoi. Puis lui, c'était pas son truc. Enfin, lui, il a pas envie d'être entrepreneur. Il me soutient et c'est génial. Mais, il a envie de faire ses choses à lui, quoi. Donc ouais, on a dit, ok, le projet il est lancé. On a validé un petit peu. On a une preuve de concept. On a nos premiers clients qui sont super fidèles. On commence à parler de nous, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Une palette de producteurs aussi. Ouais. Et puis maintenant qu'il m'a aidé sur le lancement, moi je vais continuer là à partir de septembre de mon côté. Donc je cherche un associé, je cherche aussi un petit peu d'argent pour faire franchir une nouvelle étape à Miam. Très cool. Concernant les producteurs, c'est quoi un peu tes coups de cœur niveau producteur? Parce que du coup, vu que tu as rencontré plein de producteurs, est-ce que tu peux nous raconter un peu des rencontres de producteurs sur Lisbonne, et autour de Lisbonne d'ailleurs? Alors le premier producteur avec lequel on a travaillé, donc évidemment c'est mon coup de cœur, passion. Voilà, on travaille encore avec lui et je l'adore. C'est Carlos qui habite à Lourdes, qui a une ferme bio. Qu'il a transformé petit à petit en bio depuis 7 ans. Toute petite production, donc il doit y avoir 2 hectares. Et lui nous fait principalement tout ce qui est vert, donc les épinards, les blettes, les salades, etc. Et en été, les aubergines, les courgettes et les tomates. Donc lui, je l'adore, mais vraiment parce que ça a été le premier avec qui on a bossé. Et, voilà. Après, de choses qui m'ont énormément marqué. Donc, on travaille avec un producteur d'œufs qui a des poules. Ouais. Qui a des poules en plein air, qui essaye d'amener un petit peu de technologie justement dans sa manière d'élever ses poules. C'est passionnant. C'est un architecte et un ingénieur qui se sont reconvertis, sont allés se former un peu partout. À côté de ça, on travaille avec Maria, qui est une productrice de fromage, donc portugaise, qui allait se former en France et dans d'autres pays pour apprendre d'autres techniques de fabrication de fromage, qui est revenue et qui a monté sa production de fromage il y a à peu près 1 an. Donc elle a commencé avec 2 produits, un fromage de chèvre que tu as peut-être déjà goûté, type un peu pas encore. Tu vois, un petit fromage de chèvre un peu coulant, délicieux, et un fromage de vache un petit peu type Tom. Là, elle lance un bleu, elle lance un
un espèce de parmesan. Bon, ça s'appelle pas comme ça, mais et ça j'adore parce qu'en fait, elle prend des techniques de fabrication à l'extérieur et en fait elle le fait en local avec du lait de chèvre et de vache qui sont juste à côté. Donc ça j'adore. On a visité l'été dernier une ferme d'agrumes. Donc c'est des gens qui sont spécialisés uniquement dans les agrumes exotiques. Donc ils ramènent des graines qui viennent d'Asie et puis ils travaillent sur la reproduction en fait avec le sol et avec le temps d'ici, la météo, comment faire comment recréer un habitat quoi, tu vois, pour ces agrumes. On a un producteur de charcuterie, il est génial. On a un producteur de vin qui est génial et qui est hyper en plus impliqué dans le bien manger. En fait, tous ces gens, ils ont en commun que, tu vois, nous, on est français. Je pense qu'on a un goût du produit qui est hyper fort. Les Français, on parle tout le temps de nourriture. Et c'est pas forcément vrai au Portugal. Et là, depuis quelques années, en fait, il y a certains producteurs et certains consommateurs qui veulent apporter plus de goût dans leur alimentation, qui veulent apporter plus de sens. Et en fait, tous les producteurs avec lesquels on bosse, ils ont ce truc en commun qui est, on a envie que les gens mangent mieux. Et donc, tous. Moi, j'adore bosser avec eux pour ça, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Je peux pas te dire j'ai un producteur préféré. Oui, non, mais de toute façon, c'était pas vraiment ma question, mais c'est vraiment ça qui est cool, je pense. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer, justement, chez Miam? Est-ce que c'est justement ces rencontres? Ouais, alors moi, j'adore les rencontres avec les producteurs. Pour être honnête, en ce moment, j'ai un petit peu moins le temps d'y aller. J'espère justement avoir plus de temps l'année prochaine pour recommencer à faire des visites. J'adore. En fait, j'aime trop tout. Ouais, j'adore, tu vois, quand j'ai une personne qui m'a dit une fois, grâce à Miam, j'ai découvert les saisons et je suis trop contente, je mange plus de tomates en hiver et je comprends pourquoi, parce que à partir de l'été, elles sont trop bonnes. Mais moi, je suis tellement heureuse qu'une personne de 35 ans qui a vécu 35 ans de sa vie à manger des tomates en hiver me dise, je me rends compte pourquoi on parle de saison et c'est hyper génial, pas uniquement pour la planète, mais pour ta bouche, enfin pour ton goût. Je me dis, ok, c'est top. D'avoir des retours comme ça de gens qui me disent j'ai plus de plaisir à cuisiner, je fais plus attention à ce que je mets dans mon assiette, je suis heureuse ou je suis heureux. Bon, on a principalement des femmes qui sont clientes, mais je suis heureux de faire ma sélection comme ça, de prendre de nouvelles habitudes. Moi, je suis trop contente. Ça, c'est un truc qui me touche énormément et qui me donne envie de continuer. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est quelque chose qui me raccroche vraiment au projet quand j'en ai marre. Tu m'étonnes, c'est sûr. Quelqu'un qui me dit j'adore la sélection des produits que vous faites, mais je suis trop contente. Je me dis mais régale-toi. C'est clair que quand t'es passionné de food, et enfin, je pense qu'en vrai, enfin, beaucoup de gens sont quand même passionnés par la nourriture, et ça fait partie des plaisirs de la vie. Voilà, et c'est clair que pareil, quand je vais sur Miam, etc., que tu peux sélectionner tes produits, que tu vois que c'est bio, local, de qualité, parce que pareil, quand tu les goûtes, voilà, ça fait plaisir, quoi. C'est pour ça aussi que je voulais t'avoir dans ce podcast, parce que je trouve que c'est un super projet, et voilà, et j'ai vraiment envie de mettre en avant cette typologie de projet aussi qui veut allier voilà la bonne nourriture aux bons produits, et tout ça toujours en bossant avec des personnes locales, quoi. Et ça c'est vraiment important, quoi. Ouais. Donc pour le futur du coup de Miam, donc tu vas passer solo founder en septembre du coup. C'est quoi un peu tes objectifs? Est-ce que tu as des objectifs précis potentiellement pour 2022 par exemple avec Miam? J'ai des objectifs précis. En fait, là, j'ai quand même pris un peu le temps de le faire. Alors, j'ai cravaché, j'ai vraiment beaucoup bossé.
Mais c'est pas aller non plus hyper vite, mais parce que il fallait que j'apprenne, il fallait que je comprenne comment. Alors tu vois, il y a un sujet par exemple qui est pas forcément inné. C'est comment tu fais en sorte que la salade que ton producteur va cueillir le matin arrive fraîche chez ton client à 18h, alors que c'est passé dans un premier transport, dans notre entrepôt, que ça a été tripoté pour être mis dans une cagette, que derrière ça passe dans un tuk-tuk et que ça arrive chez ton client. Et ça, il fallait que je comprenne exactement toute la chaîne avant de me dire on peut aller plus vite. Parce qu'à partir du moment où tu as 1, 2, 3 clients qui reçoivent une salade qui est pas fraîche, c'est mort. Tu pourras essayer de rattraper tout ce que tu veux, je pense que c'est plus possible. Donc ça a été le gros sujet là de l'année. Gros enjeu logistique. Énorme enjeu logistique, donc j'ai vraiment bien mis les mains dedans. C'est pas forcément ce qui me passionne le plus, et donc là mon objectif pour les mois à venir, c'est de trouver quelqu'un qui me rejoigne et qui va gérer les opérations. L'objectif, c'est aussi d'avoir plusieurs petits centres de préparation pour pouvoir couvrir une étendue un petit peu plus grande, parce qu'en fait, Lisbonne, c'est tout petit et nos clients n'habitent pas forcément dans Lisbonne hyper-centre. Ça s'étend quand même vachement, tu vois, jusqu'à Sintra, jusqu'à Cascais. On a beaucoup de demandes de familles. C'est principalement les familles aussi, nos clients, qui sont un petit peu en dehors de Lisbonne. Et on veut se rapprocher des producteurs pour justement avoir ce truc hyper frais tout le temps. Donc là, une des premières choses, c'est que je cherche quelqu'un pour me rejoindre sur les opérations et en parallèle de faire d'accélérer la croissance. Donc là, et justement, le sujet solo fondeur, quand tu vas voir des investisseurs, c'est un délire. C'est clair. Surtout quand tu es une femme française dans un pays étranger. Alors là, j'ai tout mis de mon côté. Mais voilà, je commence à parler avec des investisseurs qui m'ont dit on y croit. Va chercher une équipe et reviens nous voir. Oui, puis c'est pas comme si ce que je suis en train de faire. Tu venais d'arriver, t'as quand même maintenant un bon petit background quand même en termes de réseau. Je pense que je sais de quoi je parle. Exactement. Et ça, je pense que les investisseurs, ils apprécient ça, quoi. Et puis ta détermination sur le projet aussi. J'espère. C'est sûr. On verra. On en reparle dans un an. Exactement, avec plaisir. Du coup, on a passé la partie Miam. On va passer à la 4e partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie ? Alors, la rencontre qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est mon ancien boss chez Cheers, Antoine, l'un des 2 fondateurs, qui est juste un entrepreneur incroyable. Et enfin voilà, je pense souvent à lui quand je dois prendre des décisions. Je me demande souvent ce que lui, Aurélien, aurait fait à ma place. Certainement pas tout à fait comme moi, d'ailleurs. Mais ouais, ça, enfin, de travailler dans une start-up comme Cheers, mais ça m'a appris tellement de choses. Donc ouais, ça c'était, je pense, la meilleure expérience de ma vie. Et je suis partie parce que il fallait que je parte et que je monte mon truc. Plus fort que toi. Mais c'était vraiment genre génial. Okay. Et une autre rencontre qui m'avait énormément marquée, c'était quand j'étais en stage, pour le coup, une de mes managers, qui était incroyable, qui était toujours souriante, qui m'a vachement appris qu'il y avait rien de grave et qu'il fallait juste faire du mieux qu'on peut avec le sourire. Et si on se plante, bah c'est pas grave, on fera autre chose. Et voilà, je pense que c'est les 2 rencontres qui m'ont beaucoup marquée. Ok. Et j'aime bien avoir des exemples comme ça où je me dis qu'est-ce qu'il aurait fait lui à ma place, qu'est-ce qu'elle aurait fait. Et du coup, toutes ces années de salariat, ça t'a pas mal marqué aussi. Enfin, t'as beaucoup apprécié ça. Ah ouais, mais moi j'ai adoré. Dans beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, c'est en mode oui, moi jamais j'aurais pu être salarié, etc. Bon, c'est un peu le cliché, mais c'est vrai qu'en une 40aine d'épisodes, c'est souvent ce qui revient. Et là, potentiellement, toi, toutes ces années-là, ça t'a forgé aussi. Ouais, j'ai adoré. Et justement avec des rencontres qui t'ont vachement inspiré, quoi. J'ai adoré. Et puis tu vois, je pense que j'aurais pas cette approche client, cette approche de la qualité, ce souci du détail si j'étais pas passée d'abord par le salariat. Je te racontais tout à l'heure comment je me suis plantée avec mon idée de café parce que je voulais aller vite, que je voulais brûler les étapes, que je voulais monter un projet sur lequel j'avais aucune connaissance. Mais il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs innés, qui vont se former en étant entrepreneurs et puis ça va très bien se passer. Moi, je suis très scolaire, j'avais besoin d'apprendre avant et je me suis dit, quand je suis allée chez Cheers, je suis
entrer dans une start-up en me disant c'est une taille bien, je vais pouvoir apprendre un tas de trucs que je vais pouvoir utiliser derrière pour monter mon propre projet. Je pense que si moi j'avais monté un projet en sortant d'école, je me serais plantée total. Enfin, je pense, j'en sais rien, je l'ai pas fait. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs aussi. Mais moi, j'ai adoré le salariat. Après, aujourd'hui, j'y reviendrai pas forcément parce que j'ai goûté à autre chose. Voilà, c'est ça. Mais bon, je ferme même pas la porte d'un jour. Oui, non, mais c'est clair. Ouais. Ok. Et ma deuxième question, c'est quelles sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui ? Antoine de Cheers. Pas forcément entrepreneur, pas forcément des gens que tu connais. Mais est-ce que potentiellement, tu vois, il y a des gens en particulier qui t'inspirent ou des projets qui t'inspirent, tu vois ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent. Beaucoup d'entrepreneurs dans la food, en région parisienne, les fondateurs de Frischti, le fondateur de La Belle Vie, des super boîtes. dont j'ai écouté pas mal de podcasts et que je trouve tellement intelligent et inspirant, et avec mettre le vrai mot sur les besoins qui existent en ce moment, je trouve ça génial. Et ma dernière question par rapport à cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer justement à l'étranger ? Est-ce qu'il faut y aller tête baissée ? Alors déjà, ne pas écouter les gens qui vont te dire « Non mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que moi, il y en a eu un paquet, dont des gens très très proches de moi. Donc faut savoir dire « Je suis pas tout à fait sûre, mais je te demande pas de je te demande pas de juger, juste soutiens-moi et puis on verra. » Surtout que c'est des gens qui ne l'ont pas fait, qui n'ont jamais fait ça. Bah ouais, mais les gens qui l'ont fait, ils vont te dire « Vas-y. » T'as rien à perdre. Mais je comprends que t'as toujours peur de ce que tu connais pas. Surtout quand t'aimes une personne, t'as peur de ce qui peut lui arriver à faire un truc que toi tu ne connais pas. Exactement. Donc ouais, non, déjà ne pas écouter ça, et puis après prendre le temps de comprendre. Il faut pas se mettre de la pression inutile. Je pense que surtout quand tu viens d'une boîte qui va à toute vitesse dans l'écosystème parisien, ou surtout si tu es un petit peu passionné d'entrepreneuriat, tu vas voir les boîtes qui en 3 mois deviennent des licornes, qui ont recruté 40 personnes avant de lancer leur premier produit. Il faut pas se comparer à Elon Musk. Franchement, ouais. Et moi, je l'ai beaucoup fait. Et je pense que je me suis mis énormément de pression, et je continue à le faire. C'est un truc sur lequel je travaille. Mais je me suis mis beaucoup de pression de non mais je suis nulle. Enfin, genre, si quelqu'un d'autre faisait ça, mais il en serait tellement plus loin que moi. Enfin, en fait... Après, voilà, faut trouver son rythme, je pense, d'entrepreneuriat, ce qui te correspond, ce qui correspond à ton projet, à tes valeurs. On en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Et puis, non, voilà, je reviens sur le côté, il faut savoir avancer dans certains moments, pas avoir froid aux yeux et y aller. Mais si tu pars à l'étranger, essaye de comprendre un peu ton marché. Ça aide beaucoup. Moi, tu vois, sur un moment, j'avais mis du vin naturel. Et comme je te dis, donc du vin naturel sur Miam. Et comme je te dis, j'ai pas mal de Portugais qui sont clients et qui connaissent pas forcément encore trop le vin naturel, mais ça n'a pas marché du tout. Ça, je me suis pas posé la question. Je me suis juste dit, moi, Raphaël, française, j'adore ça. Donc a priori, tout le monde adore ça, pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment comprendre autour. Et puis non, franchement, go. Bah voilà, c'est tout ce que je veux dire. Vas-y, ça va être génial. Et on n'a pas parlé aussi du syndrome de l'imposteur, parce que tu dis justement le fait de se comparer aux gros entrepreneurs, etc. Et est-ce que tu l'as eu, ce syndrome ? Ah mais moi je l'ai à fond. Tu l'as encore ? Je pense que c'est un de mes gros défauts, ouais. Je l'ai à fond, je le sais. Je fais en sorte que ça me m'handicape pas et que ça me paralyse pas à faire des choses. Quand je me sens pas légitime, je me dis bon bah tu sais quoi, on s'en fout, j'y vais quand même. Franchement, j'ai hyper peur, mais j'y vais. Okay. Mais oui, je passe mon temps à me comparer avec des projets tellement différents, en plus à me dire oh là là, lui, il va tellement vite. Attends, je comprends pas. Moi, j'ai 1200 followers sur Instagram, ils sont lancés en même temps que moi, ils en ont 10 000. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et en fait, non, stop. Ouais, mais c'est difficile de lutter contre ça en plus, parce que bon, ça fait partie aussi du jeu et puis de ta personnalité aussi potentiellement. Ouais. Donc. Ouais. Et puis, comme tu le disais, je suis solo fondeur, je suis une femme.
À l'étranger. À l'étranger, bon, ok. Mais je pense que depuis longtemps, j'entends dire que une femme n'entreprend pas toute seule, que déjà un entrepreneur n'entreprend pas toute seule. C'est faux, ça. Ouais, c'est faux. Faut qu'on arrête avec tout ça. Non, mais je sais que c'est faux, mais t'as quand même des choses qui sont ancrées en toi, quoi, qu'il faut dépasser. Mais tu vois, ma mère, quand je lui ai dit, je pars à Lisbonne monter un truc, elle était là, mais pourquoi pourquoi tu fais ça? T'as un salaire. Enfin, par contre, mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, lui a dit, je pars m'installer à Berlin, je veux faire mon projet. Elle était là, bah ouais, grave, vas-y. Alors qu'il est parti avant moi, tu vois. Et en fait, ça, dans ton quotidien, forcément, tu te sens moins légitime. Bon, moi, j'ai décidé de m'en foutre et de tracer. C'est des mentalités qui, clairement, il y a 15-20 ans, n'étaient pas les mêmes. Enfin, c'est quand même tout récent, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore heureux, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, il y a de plus en plus de femmes qui réussissent. Ouais. Et juste, effectivement, le jour où ça deviendra la norme, on parlera plus de ça, en fait. Et il faut que ça devienne la norme. Carrément. Il faut que ce soit plus un sujet. Qu'on ne fasse pas de différenciation entre un homme entrepreneur et une femme entrepreneur. Ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est aussi l'objectif du podcast, de mettre en avant des parcours d'entrepreneurs et pas de femmes entrepreneurs et d'hommes entrepreneurs. Ouais, et puis tu vois, donc il y avait ça. Et puis sur le syndrome de l'imposteur, moi, j'ai fait de la communication, du marketing. Donc il y a aussi je suis pas très forte en Excel. Donc parfois, je me dis, en fait, est-ce que je suis vraiment légitime pour monter un vrai business plan, pour prendre ce genre de décision? En fait, tout peut être sujet à doute. C'est clair. Donc bon. Mais de toute façon, il faut faire les choses et puis c'est advienne que pourra. Et donc, tu vois, je pense que... Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire tout moi-même. C'est pour ça que je sais aller chercher des produits, que je sais sourcer un producteur, que je sais faire une livraison, préparer une commande. Parce qu'en fait, maintenant, je me dis... Personne peut aller venir me dire qu'il y a un truc sur Miam que je ne maîtrise pas. Et moi, tu vois, je combats mon syndrome de l'imposteur par ce genre de choses. En maîtrisant tout, quoi. En maîtrisant tout, ouais. Ok. On va passer à la dernière partie du podcast, avec des petites questions rapides, mais après, on est sur un podcast, donc on a notre temps quand même. Le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller? J'ai une série de livres à te conseiller. Vas-y. Au début du confinement, quand je pensais que j'avais 2 semaines de vacances avant de pouvoir ouvrir ma petite épicerie, je me suis refait toute la série des Malocènes de Daniel Pénac. Ok, voilà. Très bien. Donc si tu as un petit peu de temps pour lire, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une famille dans le Belleville d'il y a quelques années. Il se passe plein de trucs. Très bien. Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Ok, j'irai lire ça. Très bien écrit. Est-ce que tu as un film à me conseiller? Un film à te conseiller? Moi, je suis restée bloquée sur la comédie musicale de Grease, qui est mon feel-good movie. Classique, ouais, mais que je regarde à peu près une fois par an. Ok, trop bien. Ta musique du moment? Ma musique du moment, c'est une mixtape de Polo & Pan. Ok. Que j'écoute en boucle, pareil, pour me mettre la pêche. Exactement. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Ouais. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment? C'est une super question. Et du coup, je te la pose. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais fait différemment? Rien. C'est une bonne réponse. Non, parce que je pense que c'est un des trucs hyper importants, c'est de ne pas avoir de regrets. De se dire, ouais, en fait, je me suis plantée, c'est pas grave, on va faire autre chose. Et je pense que les regrets, ils viennent quand tu fais pas les choses. Ouais, je pense, c'est sûr. Et quand tu les fais, tu n'as pas de raison d'en avoir, en fait. Ouais, tant que tu fais pas des grosses bêtises, j'imagine. C'est ça. Mais ouais, faut tenter. C'est clair. Et dernière question du podcast, c'est qui les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode? J'en ai parlé, Antoine de Cheers, au top. Très simple. Ouais. Très bien. Écoute, Raphaël, je te remercie pour cet épisode, c'était très cool. Merci. J'ai beaucoup apprécié.
Je te souhaite plein de force, plein de réussite pour Miam. Et plein de succès, que Miam soit partout à Lisbonne, mais à Porto, dans tout le Portugal. Ouais, écoute, merci beaucoup. Ça va être l'objectif. Exactement. Et puis on se refera un épisode dans 2 ans pour faire. Ouais. Bah tu vois, moi je suis hyper contente qu'on ait enregistré ça aujourd'hui. Au moment où je vais me séparer de mon associé, en trouver un autre, lancer une nouvelle dynamique, parce qu'au moins j'aurai une trace Exactement. de Miam, c'est quoi là en juin 2021. Exactement. Super. Bah, merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Ciao. Ciao.